En fait, mon père, c'était un grand homme, comme on dit tout le temps. C'était vraiment quelqu'un de sage, qui n'était pas colérique. Des fois, je me demande, je me dis où j'ai pris cette colère ou cette rancune. Après, des fois, je regarde ma daronne, je lui dis, peut-être maman, c'est toi, hein? Ça, c'est les femmes. Mais, mais, mais je me dis, non, franchement, mon père, il avait toujours la bonne parole, en fait. C'était pas quelqu'un qui paniquait des choses, c'est quelqu'un qui voyait loin. Pour ce 13e épisode de Médita, j'ai été ravie de recevoir Adama Kamara, le premier homme dans Médita, le podcast. C'est un homme qui a vu sa vie basculer le 17 septembre 2011, suite au décès de son petit frère, Sada, âgé de 18 ans, qui perdra sa vie dans une rixe de quartier. À compter de cette date s'ensuit une longue épreuve pour Adama et sa famille. Une épreuve qui s'étendra sur près d'une décennie. Parce que Adama répondra à son envie de vengeance et sera condamné pour tentative de meurtre sur ceux qui ont ôté la vie de son petit frère. C'est derrière les barreaux que se fera son cheminement personnel. Sa renaissance se fera à l'aube des années 2020. Et il est aujourd'hui le porte-parole dans le combat contre les rixes. Bienvenue sur Médita le podcast. Mon prénom est Dado. Connais-tu ce proverbe africain qui dit « C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle ». Tu n'as pas encore compris l'interprétation, ce n'est pas très grave, tu comprendras à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Adama Kamara, un auteur de terrain, un homme qui a une histoire très touchante, très poignante, qui se bat depuis quelques années contre les rixes de quartier. Bonjour Adama. Bonjour Dado, tu vas bien? Très bien, oui. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ta présence aujourd'hui. Et je soutiens complètement ton combat que je trouve très noble. Alors moi, je trouve que justement, Médita, c'est un podcast qui est lié à la transformation intérieure. Et je trouve que tu incarnes justement cet homme qui a su guérir d'un traumatisme qui est fort quand même et de pardonner aussi l'impardonnable. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à te recevoir sur Médita. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on rentre au cœur du sujet ? Ben moi c'est Adama Kamara, bientôt 35 ans, habitant de Garges-les-Gonesse. Aujourd'hui on me définit comme auteur de terrain. Bon après on va en parler un peu plus en profondeur. Mais voilà, moi-même je me définis en tant qu'auteur de terrain militant vraiment contre ce phénomène de rixes interquartier. Voilà, pour moi qui n'est pas un phénomène nouveau, mais vraiment un phénomène de société. Donc voilà pourquoi on essaye de traiter le sujet vraiment par plusieurs sens, plusieurs outils qu'on essaye de mettre en place et mettre le doigt pardon, là où les gens forcément n'attendent pas, c'est-à-dire les conséquences vraiment des familles, les conséquences aussi psychologiques chez les jeunes, parce que ça aussi, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on peut découvrir qu'il y a même beaucoup de décrochage scolaire à cause de ces rixes, mais bon, là, on va en parler après en plus en profondeur, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui fait que aujourd'hui tu es devenu Adama Kamara, cet auteur de terrain. Si tu peux nous raconter ton histoire et le jour où tout a basculé. Ben, ça part malheureusement d'un drame familial en septembre 2011. À l'époque, j'ai 23 ans, je suis chauffeur-livreur, je mène une petite vie tranquille avec une petite amie où on comptait se marier, avoir plein d'enfants jusqu'à ce soir où on apprend malheureusement le décès, la mort de notre petit frère Sada qui se fait assassiner à coups de couteau à la gare de Gare-Charcel à 2-3 heures du matin. Donc forcément, lorsqu'on apprend le décès brutal d'un membre de notre famille, on n'y croit pas au début, on se dit que c'est pas possible, que le lendemain on va se réveiller, c'est un cauchemar. Mais malheureusement, quand on se rend compte de la réalité, on se dit qu'on a vraiment perdu un membre de la famille. C'est une famille qui est détruite à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, on a beau avoir des projets, nos projets s'arrêtent brutalement, comme l'arrêt de vie de notre petit frère. Et de voir toute une famille qui tombe en même temps que notre petit frère, psychologiquement, c'est très dur. Parce que chez nous, c'était la première fois qu'on est confronté à un décès, surtout un membre de la famille, sans compter que même dans le quartier, on n'avait pas eu de décès avant. Ça veut dire c'est tout brutal, c'est tout nouveau pour nous.
Et on doit aussi apprendre à vivre avec ça. Apprendre à vivre avec la mort d'un proche. Ça veut dire avant on était 8, on se retrouve à 7, frères et sœurs. Quand il y a des anniversaires, ben forcément on est triste. Quand il y a les fêtes de fin d'année, forcément on est triste. Quand il y a les fêtes religieuses, forcément on est triste. Ça veut dire on perd totalement goût à la vie et on se dit pourquoi en fait. Pourquoi on nous a ôté la vie de notre petit frère? C'est pas pour une histoire de fille, c'est pas pour une histoire de trafic de stupes, c'est juste une histoire d'ego, comme il y en a tout le temps dans les quartiers. Un qui crie plus fort que l'autre, aujourd'hui ils se battent, aujourd'hui tu as un couteau, tu le plantes, demain c'est lui qui a un couteau et te plante, jusqu'à malheureusement ce jour où il y en a un qui va pas se relever et qui va faire tomber en même temps toute une famille. Et avec le recul aujourd'hui, je dis il n'y a pas qu'une famille qui est brisée, c'est deux familles. C'est les familles des agresseurs comme les familles des victimes. Donc voilà. Et après, malheureusement, ben, qui dit décès d'un proche, forcément, on a toute cette culpabilité en tant que grand frère. On dit on n'a pas protégé notre petit frère. On veut un peu, on va dire, essuyer les larmes de nos mères, les larmes de nos pères. Comment? En se disant, ben, peut-être que si de l'autre côté, je fais aussi pleurer une famille, si nous aussi on se venge, peut-être que ce moment-là, on va se sentir mieux, que maman et papa vont moins pleurer. Du coup, ton frère, il est mort assassiné. Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressentais en fait? J'imagine qu'il y avait de la colère, de la haine. Est-ce que tu peux nous raconter? Ben en fait, au début, t'es sous le choc. Déjà, t'as un choc brutal qui t'arrive. T'as l'impression que t'es dans un cauchemar. Tu dis que je vais me réveiller, c'est pas possible. Après, t'as la colère qui arrive. Enfin, vraiment, t'es vraiment en colère. T'en veux à ces personnes-là, t'en veux à tout le monde. T'en veux même aux personnes qui peuvent leur dire bonjour. T'en veux vraiment à tout le monde. Et t'as le sentiment de tristesse parce que derrière la colère se cache souvent une grande tristesse. Donc tu te sens démuni, tu te sens impuissant. Tu dis je suis impuissant face à cette situation, je suis son grand frère, j'ai pas protégé mon petit frère. T'as toujours cette phrase qui va venir te dire ouais, c'est bien beau de faire le grand frère, c'est bien beau de faire le grand, mais ton frère il est mort. T'as pas protégé ton petit frère. Ça veut dire que peut-être, entre autres, on te respecte pas assez. Il y a ça aussi. Tu veux dire que tu culpabilisais, mais est-ce que, je sais pas si on a mis en place une cellule psychologique pour que tu puisses, parce que tu parles aussi aujourd'hui de l'importance de la parole, aujourd'hui tu libères la parole aussi à travers ta musique, et voilà, à travers les réseaux sociaux, les conférences que tu mènes. Est-ce qu'à l'époque, tu as essayé de parler à tes amis de ce que tu ressentais, de ta culpabilité, de ton impuissance? En fait, tu te sentais impuissant. Est-ce que tu as essayé de parler à quelqu'un ou même d'essayer de te rapprocher, secrètement parfois, d'un professionnel aussi? Ben, la culpabilité, déjà, elle était immense. Bien sûr, je culpabilisais, limite, je me disais que c'est même de ma faute, peut-être, alors que de près ou de loin, j'étais pas concerné par cette embrouille. Mais en tant que grand frère, on a toujours l'habitude de dire au plus grand de la famille, protège ton petit frère, protège ta petite sœur. Donc la culpabilité, elle est immense. Euh, Cellule psychologique, non, on nous a rien proposé en fait. C'est qu'il y a du monde au début, qui viennent pour les condoléances, qui viennent pour les obsèques. Il y a des cagnottes qui se mettent en place. Il y a une grande solidarité par contre quand il y a un décès. Mais après, on est tout seul, confronté à la réalité de la vie. C'est que les gens reprennent leur vie et après, nous, on se retrouve à se regarder. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que toute la famille a mal, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et il est là aussi le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de libérer la parole et je parle de ce problème. C'est que il est impératif de mettre un dispositif déjà psychologique pour aider ces familles-là. Parce que c'est des familles qui sont impuissantes, c'est des familles qui souffrent, c'est des familles qui ont besoin de parler. Et limite, c'est aux gens d'aller vers ces familles-là et de leur dire, voilà, on est là pour vous écouter. Parce que t'imagines, tu perds un membre de ta famille et en plus, tu dois faire la démarche d'aller voir des personnes pour te sentir mieux. La difficulté, elle est là, c'est que on préfère rester chez nous et pleurer dans notre coin que d'aller pleurer chez les gens. Normalement, on doit mettre en place, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi aussi, je me bats beaucoup, c'est pour pouvoir faire comprendre et faire dire aux gens que il faut aller vers ces familles-là. Parce que ces familles-là, psychologiquement, ils n'ont pas la force de se lever, de dire d'aller voir un psychologue. Et un psychologue, des fois, ça coûte un prix.
Ça coûte cher, même si on nous dit il y a des CMP, ou ouais, c'est CMP qu'on dit, qui sont mis en place. C'est pas maintenant. Les CMP, il faut être sur liste d'attente, attendre 6 mois, voire 1 an. C'est compliqué. Les familles ont besoin tout de suite. Quand tu penses à aller voir un psy, c'est que tu es déjà dans la démarche de guérir, de reconstruction, alors qu'elles, elles sont encore dans le deuil, je pense. Hein. Et suite à ça, en fait, tu t'es vengé. Donc, tu as tiré sur la personne, sur là où les personnes, Le grand frère. le grand frère qui a tué justement ton petit frère Sada. Est-ce que ça t'a soulagé? Pour revenir et terminer sur le côté psychologique, c'est que même quand tu dis les gens vont pas faire la démarche d'aller voir un psychologue, mais est-ce qu'ils savent à quoi sert un psychologue déjà? Parce que moi, c'est le constat que je me suis fait moi-même, c'est que avant d'aller voir un psychologue, je pensais il y avait que des fous qui allaient voir des psychologues. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était un psychologue. Quand j'étais à l'école, on m'a pas expliqué le rôle du psychologue, ce que c'était. C'est ce que je dis aujourd'hui aux psychologues et je les invite vivement à ne prendre ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes, faire des tours des établissements et aller dire oui, notre boulot, c'est de vous écouter, essayer de vous orienter, essayer de vous aider à aller de l'avant parce que quand on va mal, il faut parler. Si vous venez dans mon bureau, c'est pas que vous êtes fou, c'est que vous avez besoin de parler à quelqu'un d'extérieur, de la famille, extérieur des amis. Donc voilà, ça c'était vraiment pour mettre un point aussi sur ce côté psychologique qui manque beaucoup. Et sur la vengeance, en fait, moi quand je suis arrivé à ce stade de non-retour, où je me suis dit, peut-être que si je venge mon petit frère, je vais me sentir mieux, qu'on va pouvoir aller de l'avant, que ma mère elle va moins pleurer, que mon père il va moins souffrir aussi, parce que les papas ils souffrent énormément, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne pleurent pas, les pères souffrent beaucoup aussi. Comment ça se fait qu'on a peu d'hommes, je sors un peu du sujet, qui libèrent la parole? Bah, les pères, souvent, je pense qu'ils ont ils ont un sentiment de culpabilité où ils s'en veulent énormément. Parce que, comme on dit toujours, même quand on est petit, on grandit dans une société où un homme, ça pleure pas. Même un petit garçon dans la rue, tu peux le voir tomber, pleurer. Tu vas voir un de ses parents dire, ou souvent le père dire, t'es un homme, tu pleures pas, c'est les filles qui pleurent. Pour ça qu'on n'a pas l'habitude de les hommes, ils pleurent. Mais moi, en tant qu'homme, si on pleure, on va peut-être pleurer tout seul dans notre coin, tout seul dans notre voiture. Quand on rentre chez nous, on est triste, mais devant la famille, on doit montrer ce rôle de protecteur. Papa, il ne pleure pas. Papa, il gère la situation. Un père, même quand il est dépassé, il va jamais le montrer. Il va toujours montrer une forme de sérénité déjà pour un peu, voilà, voilà, pour un peu faire comprendre à la famille, vous inquiétez pas, je gère. Mais les pères, ils souffrent énormément. Et les papas, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle génération. Il faut que les pères, ils prennent conscience qu'il faut parler. Si on doit dire qu'on a mal, il faut le dire. On n'est plus comme dans la génération de nos parents. Nos parents, ils étaient très, voilà, ils viennent du pays, ils ont cette culture-là. Mais nous, on a la double culture. Ça veut dire, on a la culture de nos parents, mais on a la culture aussi française. On a grandi en France. Et il faut pas hésiter à dire à nos futurs parents qui sont nos enfants d'aujourd'hui, de leur dire, voilà, libérez la parole, parlez. Si vous avez mal, d'aller voir un psy, d'en parler, c'est pas une honte. Et moi, pour mon cas personnel, c'est que je pensais vraiment que la vengeance, c'était la clé de l'apaisement, en fait. Je me suis dit, je vais venger mon petit frère. Donc, après, je vais me sentir mieux. Donc, quand je passe à l'acte et je tire sur le grand frère de la personne qui a tué mon petit frère, parce que ces personnes-là, ils étaient incarcérés, je me suis dit, si la personne elle décède, il est en prison, il va apprendre que son frère, il est mort, il va avoir mal aussi. Et quand je passe à l'acte, je dis, je vais me venger, je vais me sentir mieux. Et même quand je tire sur ces personnes-là et que je le vois tomber, pour moi, il est mort. Pour être franc, hein, c'est aussi froid, comment je peux le dire. Et quand je suis en garde à vue, et qu'on me dit et même au début avant qu'on me dise tentative d'assassinat, on m'a laissé un long moment sans me dire que s'il a envie ou pas. Et même à ce moment-là, j'étais même pas soulagé ni satisfait. Et là, je me suis dit en fait, je me suis fait piéger par la vengeance, parce que la vengeance, ça te ronge jour et nuit, et tu as cette voix qui va te dire tu vas te sentir mieux.
t'as ces gens-là aussi qui te disent, ah ben moi, si ça avait été mon frère, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Moi aussi, voilà, j'aurais fait une dinguerie, dans le jargon, comme on peut parler au quartier. Et peut-être, toi aussi, quand tu rentres chez toi, t'entends ça, tu te dis, mais ils ont peut-être pas tort. Faut que je donne un retour. Et moi, quand je passe à l'acte, quand je suis en garde à vue, je suis même pas soulagé. Je me dis, mais j'ai fait tout ça pourquoi en fait? J'ai encore plus mal. J'ai encore mal. J'ai encore plus mal parce que là, je vais faire du tort à ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs, à ma fille qui venait de naître et mon ex qui était la mère de ma fille, qui était ma femme à l'époque. Donc, c'est pour ça que j'explique aux jeunes que la vengeance, c'est un fantasme qu'on se fait d'une guérison, mais on ne guérit pas dans la vengeance. Alors juste, est-ce que toi, t'es de nature rancunier de base? Moi, de base, oui. Oui. Moi, je suis quelqu'un de, moi, je suis quelqu'un de rancunier et je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Surtout quand on me fait du mal gratuitement. Moi, plus jeune, comme voilà, j'ai grandi dans le quartier, j'avais des grands. Parce que j'avais pas de grand frère qui m'envoyait acheter des canettes ou autres. Et j'ai même des grands, des fois, juste parce que je me suis trompé sur une sauce, ils me mettaient des tartes. Tu vois, ils me giflaient. Et quand j'ai grandi, j'avais l'âge de me battre avec eux. Moi aussi, je devenais un peu, je les titillais un peu pour leur faire comprendre. J'oublie pas. Et un grand de chez moi, un jour pareil, il m'avait tapé à l'époque pour rien. J'étais avec ma petite amie de l'époque. Il m'avait tapé devant elle parce qu'il m'avait envoyé chez lui et tout. Un truc tout bidon, hein. C'est triste, hein, ce que je raconte. À l'époque, j'avais 15 16 ans. Il était en forme et tout, mais quand j'avais eu 22 ans, j'étais prêt à me battre avec lui. Le jour, il m'a dit un truc, je lui ai dit un mot de travers et c'est moi, je l'ai démarré pour te dire. Et lui, eux, ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais attends, pourquoi tu l'as démarré, tu l'as tapé? Et moi, je lui ai dit, tu te rappelles quand j'avais 16 ans que tu m'avais tapé pour rien? Lui-même, il avait oublié. Donc voilà, après moi, oui, je suis quelqu'un de rancunier. Moi, aujourd'hui, à l'époque, j'étais un peu plus rancunier. Aujourd'hui, je suis pas quelqu'un de rancunier. Je laisse Dieu faire les choses, hein. Comment s'est déroulé ton processus de transformation? Parce que suite à ta vengeance, tu es condamné et tu t'es pas senti soulagé. Mais comment tu as pu te transformer? Comment tu as réussi à purger en fait cette colère? Est-ce que c'est par l'écriture? Le temps en prison, tu t'es dit, bon, est-ce que c'est la musique? Et je crois que tu étais aussi présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous raconter? Ben, en fait, pour être franc avec toi, c'est que quand je rentre en prison, je suis un homme en colère. En colère et je réalise pas en fait ce que j'ai fait pour moi. Ce que j'ai fait, c'était normal. Œil pour œil, dent pour dent. Je les ai pas tués. Donc, pourquoi on m'enferme? Eux, ils ont tué mon frère. C'est là le problème. C'est que on peut pas réparer une injustice par une autre injustice aussi. Et moi, au début, je suis vraiment un homme en colère. Je suis incarcéré. J'en veux vraiment à ces gens-là d'avoir porté plainte. Alors que c'est tout à fait normal qu'ils portent plainte. Mais je leur en veux. Donc quand j'arrive en prison, je me dis c'est à cause d'eux si je vois pas ma fille grandir, c'est à cause d'eux si je suis enfermé, parce qu'ils ont porté plainte. Non, c'est parce que j'ai tiré sur ces personnes-là et je dois payer. Donc mes premières années d'incarcération, vraiment, c'est- ça s'est pas libéré comme ça. C'est au début quand après je commence à avoir une psy, où je commence au début à faire attention à ce que je dis. Je commence à parler vraiment de la vie quotidienne, carcérale, etc., etc. Et cetera. Et petit à petit, on arrive à parler de mon affaire. Et je leur explique, et je lui explique que moi, voilà, j'ai agi comme ça. C'est pas que je suis un monstre. C'est que j'avais tellement une douleur qui était profonde au fond de moi. Je me suis persuadé que si j'agis, je vais me sentir mieux. Et petit à petit, elle trouve les mots. Je commence un peu à m'apaiser. Mais ce qui m'a vraiment, moi, qui m'a fait un choc, c'est quand j'ai perdu mon père en détention. C'est que quand j'apprends que mon père il est malade, il peut pas me venir me voir au parloir alors qu'il venait me voir une fois par semaine. Quand je fais la demande pour aller le voir à l'hôpital pour lui dire au revoir, on refuse le vendredi. Mon père il décède le mardi. 2 jours après, je vais à la morgue. Je me dis mais non en fait. Ça m'a mis mais une claque mais radicale, ça m'a freiné sur beaucoup de choses. Et là, je peux pas en vouloir aux gens.
je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que je me dis si j'avais pas fait mon geste, si j'avais pas tiré sur ces personnes-là, j'aurais pu être présent, j'aurais pu enterrer mon père au Sénégal. Donc j'ai eu beaucoup de conversations aussi avec mon père avant qu'il parte. De toute façon, il sentait qu'il allait partir, donc il m'a laissé beaucoup de sagesse aussi, il m'a beaucoup parlé et il m'a même fait promettre une chose, il m'a dit quand tu sors, fais les choses bien. Je pense que lui, il était en avance sur le temps parce que ce que je fais aujourd'hui, je me suis jamais pensé, t'as vu, je me suis jamais dit qu'en fait, peut-être que lui voyait que j'allais faire ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de conversations que j'avais avec lui quand il me dit, quand tu sors, tu t'occupes de ta famille d'abord, mais après, tu feras les choses bien dans ce que tu vas faire. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il me dit ça? Et aujourd'hui, 5 ans après son décès, je me dis, en fait, voilà, ça a un sens aujourd'hui. Et quand je sors de prison au début, c'est ce que je fais. Je m'occupe de mes frères et sœurs, je m'occupe de ma fille. Et en fait, le déclic, il arrive quand je vois une vidéo d'un jeune qui se fait lyncher. Un jeune de Garges-les-Gonesse qui se cache en dessous d'une voiture, qui est extrait, qui se fait lyncher à mort. Quand je vois cette vidéo, je poste un message naturel. Avant de dormir, il était 23h30, je poste un message et je dis au petit frère, les embrouilles, ça mène à deux choses, voire trois. La mort, la prison, le handicap. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on fait des matchs aller, matchs retour. On croit qu'on est en Ligue des Champions, mais le jour où il y a quelqu'un qui ne se relève pas, malheureusement, la partie là, elle est terminée. Et je sais de quoi je parle. J'ai perdu mon frère. Je pensais que la vengeance, ça allait m'aider ou aider ma famille. Au final, j'ai fini en prison. J'ai pris 8 ans de prison. J'ai pas pu enterrer mon père. Donc voilà, j'ai parlé naturellement. Et de là, tout a commencé. D'accord, très bien. Alors pour revenir sur ton père, je voulais te demander, ton père c'était quel type d'homme? Est-ce qu'il te ressemblait, il avait cette rancœur comme toi, ou est-ce que c'était un homme très sage de base? Euh, Quel type d'homme c'était ton père? Parce que on se dit si c'est les paroles de ton père et le décès de ton père qui a été ton déclic, moi j'ai envie de savoir quel type d'homme c'était. En fait, mon père, c'était un grand homme, comme on dit tout le temps. C'était vraiment quelqu'un de sage, qui n'était pas colérique. Des fois, je me demande, je me dis où j'ai pris cette colère ou cette rancune. Après, des fois, je regarde ma daronne, je lui dis, peut-être maman, c'est toi, hein? Ça, c'est les femmes. Mais, mais, mais je me dis, non, franchement, mon père, il avait toujours la bonne parole, en fait. C'était pas quelqu'un qui paniquait des choses, c'est quelqu'un qui voyait loin. Et quand il te parlait, c'est comme quand je lui annonce que je vais avoir une fille. Tu sais, je tourne en rond pendant des semaines et des semaines. Je suis pas marié, j'ai fait un enfant hors mariage. Donc, tu sais, voilà, nous, dans les coutumes et autres, c'est compliqué. Et quand je lui dis, bon, papa, faut que je te parle et tout. Et quand je lui annonce, et il lâche un petit sourire. Et il me dit, j'attendais que tu me le dises parce qu'il le sentait déjà. Après, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, un enfant, c'est des responsabilités. Je sais que tu es quelqu'un de responsable. Je te donne juste un exemple. Demain, tu as 10 euros dans ta poche. 9 euros, c'est pour ta fille et tu gardes 1 euro. Et quand tu m'as dit cette phrase, j'ai compris, j'ai dit en fait, il était loin, il était dans le futur et franchement, il m'a beaucoup apporté. Même si aujourd'hui il me manque beaucoup, c'est normal. Mais avant de partir, il m'a vraiment enseigné beaucoup de choses. Et comme je le dis, c'est avec le temps, quand j'avance même dans la reconstruction de la famille, je me dis que en fait, lui, il le sentait. Il le sentait déjà. Et donc voilà, en tout cas, voilà, paix à son âme. Et j'espère qu'il est fier de moi de là où il est, quoi. Ben, je pense en tout cas. Et quels sont aujourd'hui tes conseils, Adama, pour dépasser ces sentiments de haine, de vengeance et pardonner l'impardonnable, surtout pour les personnes qui sont très rancunières, qui gardent en elles, même pendant des années, le mal qu'on leur a fait? Bah, déjà, moi, oui, le décès de mon père, ça fait partie des déclics. Et pour les personnes qui sont rancunières, qui ne vont pas pardonner, moi, je me demande, même, je me pose la question, est-ce qu'ils sont obligés de pardonner? Ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut se poser. Mais moi, je me dis, pour pardonner, il faut se pardonner d'abord. Parce que souvent, quand il y a un décès, les gens, ils s'en veulent. Ils disent que c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de votre faute. Si la personne, elle est décédée, c'est pas vous qui avez appuyé sur la détente. C'est pas vous qui avez pris ce couteau ou c'est pas vous qui avez pris ce volant ce jour-là. Parce qu'il y en a beaucoup, lorsqu'il y a un décès, ils cherchent un coupable. D'abord, et après, ils disent que c'est eux le coupable. Et donc, d'abord, il faut faire un cheminement, il faut faire un travail sur soi
pour déjà se pardonner, se dire ce n'est pas de ma faute. Malheureusement, c'était comme ça. Et après ensuite, travailler sur le pardon de l'autre. Si l'autre aussi demande pardon. Parce que moi, c'est une question souvent qu'on me pose. On me dit, mais Adama, est-ce que tu as pardonné les personnes qui ont tué ton frère? Et moi, des fois, je pousse la réflexion. Je dis, mais est-ce que ces personnes-là m'ont demandé pardon? Parce que c'est facile d'aller voir quelqu'un, une victime, de dire, est-ce que vous pardonnez ce qu'il a fait? Oui ou non? Parce on attend. Mais est-ce que ces personnes m'ont demandé pardon? C'est ce que je dis. Je dis, moi, au fond, demain, je les croise. Je leur serre la main, il n'y a pas de problème. Parce qu'on m'a déjà posé la question. Et je dis, mais est-ce que ces gens-là ont pris conscience de ce qu'ils ont fait? Ça, c'est notre réalité aussi. Donc, je pense que avant de demander aux personnes, aux victimes, est-ce que vous pardonnez? La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que la personne qui a commis ce geste a demandé pardon? Mais moi, je pense qu'il y a un aspect psychologique très important à ne pas négliger. Vraiment, l'aspect psychologique des victimes, ça, tu passes par toutes les étapes. C'est les montagnes russes. Aujourd'hui, tu peux me voir avec le sourire. Demain, tu peux me voir pleurer. Et l'heure d'après, tu me vois rigoler. Tu vas dire, mais maintenant, c'est toutes les étapes. C'est les montagnes russes. Donc, je pense il faut se pardonner d'abord. Il faut faire un chemin pour se pardonner. Parce que si la personne est décédée, ce n'est pas de notre faute. Même si on avait été là ce jour-là, ça aurait pu se passer comme ça. Donc, je pense qu'il y a un travail d'abord en soi à faire avant de vouloir pardonner l'autre. Je te rejoins complètement sur cette reconstruction, en tout cas, du pardon. Et il y a aussi autre chose, c'est aussi libérer la parole, avoir une plateforme, avoir aussi une personne qui peut écouter, qui peut recevoir. Aujourd'hui, quand tu rencontres les jeunes, qu'est-ce qu'ils te disent? Aujourd'hui, souvent, quand je rencontre les jeunes et qu'on parle de ce phénomène de RICS, interquartier, déjà, je me fais un constat amer. Je me dis que même en cinquième, tous les jeunes savent ce que c'est une RICS. Ils me parlent librement parce que je leur parle. Moi, je libère la parole librement. Je mets pas de tabou là où il n'y a pas de tabou. Parce que peut-être pour certaines personnes, de parler de guerre entre interquartiers, c'est un tabou. J'ai dit guerre, hein, parce que souvent quand je dis guerre, on me dit oui, mais c'est pas la guerre, etc. Moi, j'aime bien dire aux gens, excusez-moi, on peut ramener un médecin de la guerre des fois, faire des autopsies. Je pense qu'ils vont vous dire que c'est des blessures de guerre parce que tirer sur quelqu'un au fusil à pompe, ce soit au mollet, comme un épisode qu'on a pu voir dans ma série où le gars il est amputé aujourd'hui, c'est des blessures de guerre. De mettre une balle dans la tête à quelqu'un, c'est une tuerie qui peut se passer dans la guerre. Donc moi j'emploie des termes forts pour définir un peu, mettre des mots sur ce qui se passe dans nos quartiers. Donc voilà, les jeunes, ils savent ce que c'est une rixe. Ils ont déjà vu une vidéo et quand tu peux les mettre en situation, ils peuvent te faire comprendre que oui, moi si demain on touche mon pote, moi je suis prêt à sauter dedans. Donc on libère beaucoup la parole et même quand on le fait dans les établissements, les enseignants, derrière, qui ont cours après, les jeunes ils parlent que de ça. Et même les enseignants derrière, ils disent mais en fait, c'est un phénomène de société. En fait, il faut en parler. Et donc voilà, moi je pense que libérer la parole, c'est très important si on veut avancer dans ce domaine-là. Selon toi, pourquoi les RICS existent aujourd'hui? Et pourquoi les jeunes, en fait, ils s'entretuent, même les jeunes filles, on l'a vu avec le cas de Marjorie. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de perspective d'avenir? Est-ce que c'est lié à la pauvreté aussi, à la misère sociale, aux réseaux sociaux, à la musique? Est-ce qu'il y a un manque d'écoute, un manque de repères, de stabilité? Qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, des rixes, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des bagarres de bandes. Moi-même, plus jeune, je me battais pour mon quartier. Clairement, je dis clairement, je me battais pour mon quartier, pour la réputation, pour l'ego, pour se dire qu'on est des bonhommes. Pourquoi les jeunes se battent? Souvent, je leur pose la question, eux-mêmes n'ont pas la réponse. Mais la réalité, elle est que malgré qu'on n'a pas la réponse, on sait comment ça finit. Soit de la mort, prison ou handicap. On a une perspective d'avenir, mais arrivé à un stade, souvent dans le quartier, il y a beaucoup de précarité aussi.
il y a la misère, il y a le manque de valorisation. Ça, c'est un truc qui revient toujours, la valorisation chez le jeune. Quand aujourd'hui je fais des projets avec les jeunes, je leur pose la question, je leur dis, vous voulez faire quoi? Ils me disent, admettons, on va faire un podcast ou on va faire une série. Quand je leur dis, ouais, on peut faire la série, non, mais on est trop nuls, etc. Ils se valorisent pas. Donc il y a un manque de valorisation souvent dans les quartiers et qui nous pousse à faire n'importe quoi. Parce que demain, peut-être je vais être valorisé dans ma bagarre parce que je suis quelqu'un qui tape fort. On va dire, ouais, Adama, il est connu. Ouais, Adama, tu le connais. Ouais, c'est un mec qui cogne fort. Et on cherche la valorisation dans du n'importe quoi, en fait. Tu voudrais dire que les rixes, c'est aussi un moyen d'exister en tant que jeune homme, en tant qu'homme aussi? Ben, pour moi, oui. Parce que beaucoup existent aujourd'hui grâce aux RICS. C'est malheureux et triste de le dire. On a un épisode qu'on a sorti dans le 91 entre deux groupes de rappeurs de Saint-Geneviève-des-Bois et Saint-Michel. Ces jeunes-là sont connus parce que lorsqu'ils vont faire des RICS, ils se battent, après ils vont faire un clip. Et donc ça leur a donné une forme de notoriété. Dans une notoriété dans laquelle ils ne pouvaient plus en sortir. Parce qu'il fallait toujours aller plus haut. Et jusqu'à là, il y a eu des condamnations, parce qu'il y a eu des agressions devant des lycées, où derrière, ils ont filmé, après, ils ont fait un clip derrière, ils ont revendiqué. Donc, on en est là. Donc, on se valorise à travers les RICS, et on veut exister aussi à travers les RICS. Moi, je pense que beaucoup de jeunes sont dans les RICS, comme ils disent souvent, tout pour les caméras. Nous, à notre époque, on se battait, on ne filmait pas. Eux, aujourd'hui, ils filment. Il y en a, ils sont là que pour filmer. Mais c'est malheureux. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ta série Rix avec Street Press? C'est une série qui donne la parole à des victimes de règlements de compte et aux familles endeuillées. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, Rix, c'est une série que j'ai écrite avec Mathieu Bidan de Street Press. Rix, comment est né Rix? En 2018, moi, quand je sors de prison, je fais une vidéo sur Street Press où je raconte mon histoire, comme j'ai pu vous la raconter. Et lorsqu'on sort la vidéo, elle devient virale sur les réseaux sociaux. Donc au bout d'un mois ou deux, 3 mois, elle dépasse le 1 000 000 de vues. Pour quelqu'un qui n'est pas connu, comme moi, Adama Kamara. Et il y a la vidéo et il y a les commentaires. Beaucoup de personnes qui commentent, qui m'écrivent aussi sur mes réseaux. À l'époque, j'avais que 3000 abonnés ou 1000 abonnés sur Instagram et tous les jours, je recevais des messages. Adama, moi aussi, j'ai perdu mon fils, je pense à la vengeance. Mais quand je vois ta vidéo, je me dis la vengeance, ça sert à rien. Des sœurs qui m'écrivent aussi, Adama, j'ai perdu mon frère, qu'est-ce que je peux faire? T'es passé par là, est-ce que tu peux m'aider? Et je me rends compte d'une simple prise de parole, une simple vidéo, je me rends compte que des personnes venant de toute la France commencent à m'écrire et je me dis, mais en fait, des Adama Kamara, il y en a partout en France. Et de là, je me suis dit, pourquoi on ne va pas aussi donner la parole à ces gens-là, comme Street Press m'a donné la parole. Donc, c'était pendant le premier Covid, j'ai écrit à Mathieu Bidan, je lui dis, ça va, tu vas bien, ça fait longtemps. Je lui dis, écoute, j'ai une petite idée, j'aimerais bien faire une série sur les RICS. Je dis, ça s'est pas encore fait, mais au moins on va aller donner la parole aux familles comme vous m'avez donné la parole. De là, Mathieu, il était partant. On a fait un rendez-vous après avec le média Street Press qui était partant pour faire la saison 1. Mais on ne savait pas que ça allait donner et ça allait être aussi impactant qu'aujourd'hui. Donc nous, quand on fait la série, moi je suis déjà en contact avec des familles de victimes que j'essaye d'accompagner. Bien avant que je passe ma formation, accompagnement au deuil, etc. C'est que j'essaie d'accompagner ces familles parce que j'ai vécu la chose et ils se confient à moi. Parce que je sais ils sont dans quelle période. Moi, je l'ai vécu il y a 10 ans en arrière. Et eux, c'est tout frais. Donc de là, moi, je suis en contact avec les familles, je leur propose. Et ils me disent, oui, on est partant. Et de là, on a fait le Tour de France parce qu'on a fait un épisode à Villiers-le-Bel dans le 95 où c'est une maman qui nous raconte la mort de son fils qui a pris une balle dans la tête, Mani. La maman, elle s'appelle Miss. On est parti à Paris dans le 19e. Il y a Fatou, une jeune sœur qui nous parle de la mort de son frère Wally pour une histoire d'AirPod qui prend des coups de couteau, qui est mort à 14 ans.
On était à Orléans, j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Enzo. Enzo, c'est un jeune avec qui j'étais en prison. Un jour, je parle avec lui, il m'explique son histoire. Il a pris une balle de fusil à pompe au mollet. Son mollet il a été amputé. Et son mollet il a été déchiqueté. Du coup, aujourd'hui, il est amputé. J'étais à Grenoble, j'ai rencontré Adjira. Adjira, c'était une personne aussi que j'accompagnais, que j'aidais à ma manière, en fait. Et que quand je prépare Rick, je lui propose, elle me dit qu'elle est partante. Elle, son frère, il s'est fait tuer pour une poignée de main. Parce qu'il a mal serré la main à quelqu'un. Son frère Edouane, paix à son âme, il a pris des coups de couteau, il est mort. J'étais à Toulouse, au quartier des Isards. Là-bas, c'est des mamans qui se battent, qui ont monté une association, Isard Attitude, qui se battent contre ce phénomène de Rix. Parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes qui s'entretuent à cause du trafic de stupes. Et j'étais aussi en Guyane où j'ai rencontré Damien, qui lui nous raconte son histoire, qui prend une balle perdue. Et là-bas aussi, pourquoi on a voulu le faire aussi, c'est que là-bas, les Frères de la Crique, qui est une association qui lutte aussi contre les Rix. Et donc, quand on sort Rix saison 1 en 2021, ça fait un boom en fait. C'est tout nouveau, personne ne connaît pas. Tout le monde est pris de tristesse de voir ces témoignages aussi bruts qu'ils peuvent, comment je l'explique. Et tout le monde en fait est choqué et se dit en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et que là, on vient de sortir la saison 2. Moi, j'aurais aimé m'arrêter à la saison 1. Mais je me rends compte que même là, quand je sors la saison 2, j'ai encore beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent Adama, s'il y a une saison 3, on veut participer. Donc voilà, on a fait Rix vraiment pour mettre en lumière aussi ce phénomène que moi j'appelle un phénomène de société. Les Rix, c'est pas qu'un fait divers, c'est pas parce que dans les médias on en parle une fois ou deux fois par an qu'il n'y a qu'une Rix une fois ou deux fois par an. C'est ça qui est triste. D'accord. En tout cas, la série, elle est actuellement diffusée sur YouTube. Hein. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, Adama, où est-ce que tu vois ton combat et toi-même, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu te vois élu? Est-ce que tu te vois avocat? Journaliste? Tu sais, quand j'ai commencé Rix, au début, il y a une journaliste, je me rappelle, une journaliste du Monde qui m'a appelé. Avant que Rix ça sort, parce qu'elle avait vu l'avant-première, elle me dit Monsieur Camara, je vous tire mon chapeau. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que vous avez fait un travail de journaliste. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, alors que monsieur, vous n'êtes pas journaliste. Ne le prenez pas mal. Je dis non, mais je le prends pas mal. Et de là, elle me dit, mais en tout cas, c'est ça que, en tout cas, moi, pour ma part personnelle, c'est ça que je veux voir aujourd'hui dans le journalisme, etc. Bref. Moi, quand je mène ce combat, j'ai vraiment envie de faire bouger les choses dans la société. Être élu, c'est une conviction personnelle. Demain, je suis élu pour moi. Je ne suis pas dans la politique. Mais demain, s'il y a une loi qui rentre en vigueur et qui dit que une loi sur les Rix, que quand une famille elle perd un proche, qu'elle est automatiquement accompagnée et que ce n'est pas à elle de faire les démarches, moi je serais content. Je me dirais, même demain je ne suis plus là, ma fille elle va grandir. Il y a une loi, c'est grâce à mon père qu'il y a eu cette loi-là. Donc moi je suis plus dans le combat. Le combat, c'est pas d'aller dans la rue, crier. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis vraiment dans la profondeur. Je vais aller chercher là où il faut chercher. Parce qu'aller manifester dans une rue, de crier stop à la violence, stop à toutes ces choses-là, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens vont retenir une manifestation. Souvent, ils vont dire oui, une manifestation qui a dégénéré, etc. Moi, je suis vraiment dans 5-10 ans, je me vois, j'aimerais bien qu'il y ait un jour une loi vraiment consacrée sur les Rix. Et parce que j'ai beaucoup de témoignages de familles qui me disent déjà au niveau de la justice, ça va pas assez vite. D'avoir un procès 3 ans, 4 ans après, c'est comme si on nous retuait notre enfant une deuxième fois. C'est pas soutenable d'entendre ça. Et de dire que les peines peut-être sont pas assez raisonnables. Et de se dire peut-être que les jeunes qu'on incarcère, est-ce qu'on prend une prise de conscience à l'intérieur de la prison pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, je travaille avec les établissements pénitentiaires. Quand je travaille avec des mineurs, j'ai pas l'impression qu'ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Ça aussi, ça me choque. Je me dis, c'est bien d'incarcérer un jeune.
Mais si on l'incarcère seulement, on lui ferme la porte et derrière on lui dit pas, on lui explique pas. C'est comme un enfant qu'on punit. Demain, je punis ma fille et je lui dis sors de ta punition, mais je lui explique pas pourquoi je l'ai puni. Ça va servir à rien, on va recommencer. Donc moi, je me bats plus pour faire entrer peut-être des textes de loi, un peu modifier certaines choses parce que l'ordonnance 45, comme on peut dire, aujourd'hui on est en 23, hein, 2023. Les jeunes, ils ont changé. Les mentalités, elles ont changé. Avec les réseaux sociaux aussi, ça a changé. Donc moi, je me bats plus pour, d'abord, pour moi, le premier volet, c'est mettre un dispositif, un numéro vert ou etc. Parce que des fois, on nous dit, oui, il y a des numéros verts, mais mettre un dispositif pour aider ces familles. Parce que c'est des familles détruites qui sont par terre. Et c'est dans tous les sens du terme. C'est des familles qui sont par terre. Parce que financièrement, il y en a, ils ne peuvent plus aller travailler. Donc, ils sont par terre. Psychologiquement, ils sont par terre. Moi, je suis vraiment là pour ce qu'on a vécu vraiment dans ma famille. Je le souhaite à personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Adama. Et en tout cas, je te soutiens complètement dans le combat que tu mènes. Et je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi et on voit que tu as à cœur ce combat. Et voilà, en tout cas, tu le fais très bien. Et merci beaucoup. Moi, je pensais qu'on n'avait pas fini. Pour moi, on était qu'au milieu. Non, en tout cas, merci. Et ça me fait vraiment plaisir d'en parler vraiment par tous les médias. Moi, je suis pas vraiment pour un média ou en plus et tout. Moi, j'aime bien les médias de terrain qui traitent les vrais sujets aussi, comme ton média, comme tu le fais. Et pour moi, il est important aussi d'aller dans ce genre de médias et d'essayer aussi de faire prendre conscience aux gens que voilà, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on a besoin de vous aussi, les médias, pour relayer le combat. Merci en tout cas pour l'invite et bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écoutent.